Bon les amis, est-ce que vous êtes prêts pour votre dose de frissons? Et dans cette vidéo, on va voir 3 histoires d'horreur qui, je suis sûr, vont vous marquer profondément. Et avant de démarrer la première histoire à propos d'emails assez terrifiants, j'aimerais savoir en commentaire à quel moment de la journée vous écoutez mes threads d'horreur. J'entends beaucoup de personnes qui font comme moi, c'est-à-dire écouter des threads d'horreur pour s'endormir. Mais aussi des personnes qui écoutent quand ils font le repassage chez eux. Et ça, je vous avoue que je vous comprends pas trop en fait. Donc éclairez-moi s'il vous plaît. Bref, trêve de banalité, on va commencer tout de suite la vidéo et on est parti pour 3 histoires d'horreur complètement flippantes. Alors les amis, pour démarrer cette première histoire, je voudrais juste vous dire un truc. Faites attention quand vous regardez votre boîte mail, car l'histoire que je m'apprête à vous raconter va vous faire froid dans le dos et là je rigole même pas. Donc c'est l'histoire d'Audrey. Audrey, c'est une jeune fille de 27 ans, passionnée par son travail dans la communication. Elle travaille beaucoup sur son ordinateur, qu'elle emmène partout avec elle. Et Audrey explique même que pour ses amis, son ordinateur c'est le prolongement de son bras. Bref, elle nous explique qu'elle a beaucoup de chance, car elle est souvent en télétravail et ça, elle aime beaucoup. Un soir, alors qu'elle est plongée dans son travail, Audrey reçoit un mail sans sujet, sans corps de texte et d'un expéditeur inconnu. Il y a seulement un fichier intitulé « Confidentiel » en grand. Méfiante, elle hésite longuement à télécharger le fichier, mais finalement sa curiosité l'emporte et elle décide de l'ouvrir. Et quand on dit que la curiosité est un vilain défaut, c'est clairement le cas ici. Audrey ouvre donc le dossier et elle tombe sur des fichiers contenant des photos assez sombres et floues qui ont l'air d'être des photos de portraits. Audrey regarde les photos pendant quelques minutes, puis finalement se dit qu'il s'agit certainement d'une erreur. Elle ne souhaite pas entrer dans l'intimité de quelqu'un qui a pu se tromper. Donc elle ferme les dossiers et replonge dans son travail. Les minutes passent et Audrey est un peu perturbée par ce qui vient de se passer. Elle décide donc de faire une petite pause dans son travail et de se détendre en mettant sur YouTube une séance de yoga qu'elle va faire, puis va ensuite passer une soirée assez calme avant d'aller dormir. On est maintenant 2 jours plus tard et Audrey reçoit de nouveau un mail. Et l'objet de cet email, c'est tout simplement « Je te vois ». Donc forcément, elle ouvre le mail un petit peu en panique car c'est bizarre, puis elle aperçoit qu'il y a encore une fois une pièce jointe et un lien. Audrey s'interroge et commence à trouver cela vraiment très creepy. Et c'est normal. Et sur le moment, Audrey explique même qu'elle ne sait pas trop si c'est l'un de ses collègues ou amis qui lui fait une blague de mauvais goût ou si c'est vraiment une menace qui est réelle en fait. Et en vérité, elle nous explique qu'elle est tellement apeurée au vu de l'objet du mail qu'elle espère ouvrir celui-ci et être finalement rassurée. Elle s'empresse donc d'ouvrir la pièce jointe. Et ce sentiment d'être un peu oppressé, j'ai l'impression de vraiment le ressentir parce que au tout début, parce que j'ai 30 ans comme je l'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, c'était l'arrivée d'internet et il y avait des chaînes de mails qui passaient et qui disaient si tu transfères pas ce mail à 20 personnes, il va t'arriver des bricoles entre guillemets. Et moi je me souviens qu'à ce moment-là, comme j'étais assez jeune etc, j'étais vachement impacté par ce genre de mail etc et je me sentais vraiment oppressé. Dites-moi si en commentaire vous avez vécu la même chose ou peut-être que je suis solo à avoir vécu ça et ce sentiment d'oppression. Bon, revenons à notre histoire et avec Audrey. Audrey, elle voit aussi dans le mail une série de photos d'elle prises à différents moments de la journée. Et je reprécise à nouveau, mais Audrey prend son ordinateur partout où elle va. Donc elle se voit travailler devant son écran, dans un café, dans un coworking, mais aussi en train de réaliser une séance de yoga devant YouTube. En fait, il y a une dizaine de clichés où en fait on voit Audrey à différents moments de la journée. Et clairement, Audrey les fait donc défiler et ses larmes coulent toutes seules de ses yeux. Elle aperçoit des clichés d'elle dans son bain aussi, pendant qu'elle regardait sa série, des photos d'elle au téléphone avec ses amis pendant qu'elle travaillait. Enfin bref, tout un tas de clichés pris dans son intimité la plus totale. Et le point commun en tout ça, c'est que chaque photo ont été prises depuis la caméra de son ordinateur. Elle clique ensuite sur le lien du mail. Et là, lorsqu'elle clique, elle voit apparaître une mosaïque de vidéos où apparaissent des dizaines de filles devant leur caméra. Et elle est dans l'incompréhension totale, elle ne sait pas de quoi il s'agit. Elle passe quelques secondes à regarder son écran, quand tout à coup, quelque chose l'interpelle en haut à droite de son écran. Son sang se glace, elle se voit, elle, devant son PC. Elle est actuellement filmée, à son insu, via la caméra de son ordinateur. Et il faut le dire, pendant une dizaine de secondes, Audrey est sous le choc de ce qu'elle voit et reste totalement immobile en pensant que tout ça est un vaste cauchemar. Mais non, elle ne se réveille pas. Puis, prise de panique, Audrey claque et referme son ordinateur, puis se met à pleurer de longues minutes. Elle explique qu'à ce moment-là, elle s'est sentie totalement salie et apeurée par ce qu'elle vient de voir. Après quelques minutes à s'être calmée et à redescendre, Audrey ouvre de nouveau son ordinateur et place un morceau de scotch sur sa caméra. Elle ne sait pas trop si c'est un virus qui se trouve sur son ordinateur ou si c'est quelqu'un qui a délibérément pris le contrôle de son ordinateur et a accès à tout. Audrey décide donc de supprimer tous les documents de son ordinateur qu'elle ne connaît pas pour espérer se dégager de ce genre de virus. Mais malgré ça, les jours passent et elle continue de recevoir des emails sans cesse pendant des jours avec des objets d'email menaçants comme « Pourquoi te caches-tu ?
montre-toi. Audrey va en recevoir des dizaines, clairement. Et vous l'aurez bien compris, Audrey se sent clairement espionnée et se sent vraiment mal à l'aise avec la situation. Et malgré le fait que la personne ne pouvait plus la voir via sa webcam, malgré tout, ça change pas grand-chose. Elle a même peur qu'un jour, cette personne qui lui veut du mal, qui est mal intentionnée, s'en prenne à elle et donc elle s'imagine le pire. Audrey, elle décide donc alors de se rendre chez un ami qui s'y connaît bien en sécurité informatique pour corriger ce problème. Et heureusement pour Audrey, elle sera bien prise en charge. Son ami lui dit que son ordinateur a un virus assez sophistiqué et qu'elle a sûrement attrapé ce virus lorsqu'elle a ouvert le premier email. Vous savez, c'est celui qui contenait les portraits assez flous. Et après vérification, sur internet, c'est déjà arrivé, donc c'est probablement le cas. Le clic du coup sur cette pièce jointe a tout changé dans la vie d'Audrey. Après avoir nettoyé son système et renforcé sa sécurité en ligne, tiens, ça me fait penser, j'aurais dû faire un partenariat avec NordVPN pour l'occasion, mais Audrey explique du coup que tout est revenu à la normale par la suite. Désormais, elle fait extrêmement attention aux mails qu'elle ouvre dans sa boîte email, mais il faut savoir qu'encore aujourd'hui, elle ne sait pas qui était derrière cette attaque. Et d'ailleurs, elle ne sait pas non plus comment cette personne a pu obtenir un tel contrôle sur ses communications. Et d'ailleurs, elle a bloqué l'expéditeur des emails, mais n'a plus aucune nouvelle. Et je pense que dans ces cas-là, on a vraiment envie de savoir la vérité et savoir qui nous a voulu du mal et que c'est vraiment fini pour de bon, parce qu'à mon avis, elle reste en plein doute. Et d'ailleurs, c'est vrai, c'est ce qu'elle dit, pendant plusieurs semaines, elle a eu beaucoup peur que ses photos fuitent un peu partout, surtout les photos les plus intimes dans son bain, mais heureusement, ça n'a pas été le cas. Et Audrey va finir son thread en pensant à toutes ces filles qu'elle a vues devant leur webcam, parce que sans le savoir, elles sont filmées à leur insu, et Audrey indique que la tournure des événements pourrait être beaucoup plus dramatique que ce qui lui est arrivé à elle-même. Alors waouh, franchement, j'aurais pas aimé vivre cette situation où clairement quelqu'un rentre dans ton intimité comme ça alors que tu n'as absolument rien demandé. Et ça me fait penser, dans le même style, j'ai reçu un SMS il y a une semaine comme quoi j'avais pas payé mon abonnement Netflix et je me doutais que c'était une arnaque car ça provenait d'un numéro inconnu. J'ai fait ma petite enquête en cliquant sur le lien à mes dépens et ça a envoyé vers un site qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à Netflix. Donc n'importe qui, s'il n'est pas vigilant, peut tomber dans le piège et s'inscrire à nouveau sur Netflix, enfin le faux Netflix, et mettre ses coordonnées bancaires. Moi, ce qui m'a mis notamment la puce à l'oreille, c'est surtout de voir que l'URL du site, ça n'avait rien à voir avec Netflix. C'était genre programme remboursement, quelque chose comme ça. Mais il faut bien admettre qu'avant, c'était plus facile de repérer les tentatives de fraude comme ça. On va dire qu'il y avait beaucoup de fautes partout dans les mails, dans les SMS, pour ceux qui sont un peu plus âgés comme moi. Alors que maintenant, ils font ça très bien, les mecs. C'est pas rassurant du tout. Bon, comme première histoire, moi, je la trouve top. Vous me dites en commentaire si vous avez bien aimé. Et si vous êtes prêts, on passe à la seconde histoire. Alors, petit aparté, si tu veux encourager gratuitement la chaîne, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de mettre ton plus gros like sur cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. En attendant, je te laisse reprendre la vidéo. Bon, accrochez-vous bien parce que pour cette seconde histoire, on va retrouver Clara, une jeune étudiante en lettres modernes qui travaille dans un lieu un peu atypique. C'est en fait un bar à livres situé dans une petite ville paisible dans le sud-ouest de la France. Alors ce concept est original et ressemble plus ou moins à un salon de thé mixé avec une librairie. Un endroit assez calme donc où vous pouvez boire un thé tout en lisant des livres à votre aise. Et Clara explique que là où elle travaille, le bar à livres, il est rarement bondé et c'est justement ce qu'il recherche à travers ce lieu paisible. Clara, elle dit aussi qu'elle adore son travail, que les clients sont peu nombreux, donc ça lui permet de lire énormément, de manger de la pâtisserie et surtout d'échanger avec des clients sur leur dernière lecture. Et petite précision importante de la part de Clara, c'est que la boutique ferme ses portes vers 23h, et ce qui paraît assez tard, mais c'est tout le concept de ce bar à livres. Bref, maintenant que le contexte est posé, on va tout de suite se projeter le jour des faits. Un soir, il est environ 21h et le bar est à ce moment-là vide quand Clara voit deux hommes assez âgés qui rentrent précipitamment. Et en fait, elle les reconnaît. Ce sont des habitués du lieu, c'est Philippe et Gérard. Mais elle remarque tout de suite que quelque chose cloche dans leur comportement. Ils ne sont pas aussi calmes que d'habitude et en fait les hommes semblent assez anxieux et se dirigent assez rapidement vers Clara comme s'ils voulaient lui dire quelque chose de très important. Et du coup, quand Philippe et Gérard arrivent à hauteur de Clara, ils lui expliquent qu'ils ont remarqué une personne ayant un comportement plus que bizarre de l'autre côté de la rue. Et quand ils disent comportement bizarre, les deux hommes vont alors s'expliquer pour être plus précis. A priori, l'homme qu'elle peut apercevoir de l'autre côté de la rue parle tout seul et fait justement référence au bar à livres en disant que le bar est vide et qu'il doit trouver le courage de le faire. Alors je sais ce que vous vous dites, peut-être qu'il a flashé sur Clara et il veut avoir le courage d'aller lui parler. Mais pas du tout. D'après Clara, lorsqu'elle jette un œil sur le trottoir d'en face, elle voit un homme beaucoup plus âgé qu'elle, pas du tout propre sur lui et un regard assez
perçant. Regard qui d'ailleurs est constamment tourné vers le bar à livres. Sauf que ce qui est étrange, c'est que Clara voit aussi que les lèvres de l'individu bougent effectivement tout seul, ce qui confirme les dires des deux clients. L'homme qui est en face du bar à livres est bien en train de fixer le bar tout en parlant ou en murmurant des choses à lui-même. Mais Clara essaie de se rassurer comme elle peut et se dit que cet homme est probablement au téléphone avec quelqu'un en haut-parleur ou avec ses écouteurs sans fil, mais même après quelques secondes, il ne détourne pas le regard et continue à fixer en direction du bar à livres. Alors clairement, Clara commence à être légèrement inquiète, car en plus de ça, les deux hommes présents avec Clara ont l'air convaincus de ce qu'ils ont vu et entendu. Du coup, elle demande aux deux hommes de rester à l'intérieur avec elle le temps qu'elle avertisse le propriétaire du bar ainsi que la police. Et entre-temps, l'individu dehors ne bouge pas d'un poil et continue de parler tout seul. Une fois la police et le propriétaire prévenus, Clara dit simplement aux deux hommes qu'ils peuvent partir car elle va fermer les portes derrière eux. Et elle sera en sécurité le temps que la police vienne contrôler ce qui se passe. Donc Philippe et Gérard se dirigent donc vers la sortie, sauf qu'au moment où ils s'approchent de la porte, l'homme se lève et commence à se diriger vers le bar. À ce moment-là, Clara verrouille la porte d'entrée et Phil se cachait derrière le comptoir tout en observant la scène de l'intérieur. Dehors, l'inconnu essaie de rentrer dans le bar, sauf que les deux hommes, Philippe et Gérard, qui ont prévenu Clara juste avant, sont devant la porte et indiquent que le bar est fermé. Du coup, l'homme étrange va alors demander aux deux hommes où se trouve la jeune femme au bar et il ajoute qu'il ne comprend pas pourquoi c'est déjà fermé, car il n'est même pas 22h et que normalement ça ferme à 23h. L'homme plus âgé tente de protéger Clara et répond qu'exceptionnellement ce soir, la boutique ferme plus tôt, comme il n'y a vraiment personne. Mais l'inconnu commence à montrer des signes d'impatience et il commence à donner des coups sur la porte verrouillée. Il insiste vraiment pour rentrer car elle dit qu'il va acheter absolument un livre et que c'est urgent. Clara, elle qui est derrière son bar, qui entend et qui voit tout ce qui se passe, comprend que Philippe et Gérard avaient raison et que quelque chose cloche chez cet individu. Et en tentant de le dissuader, l'homme étrange se met à frapper violemment Philippe et Gérard qui, avec leur âge, subissent la colère de cet homme. Clara est complètement choquée de ce qu'elle voit à travers la vitre de son bar et prie pour qu'il n'arrive rien de grave à Philippe et Gérard. Mais c'est pas tout. Une fois que nos deux amis sont par terre rués de coups par l'agresseur, ce dernier commence à frapper violemment sur la porte d'entrée pour s'introduire dans le bar. Et ça va pas manquer. Face aux coups à répétition sur la porte, l'individu arrive à casser la vitre et rentre dans le bar pour trouver Clara. Clara, je vous le rappelle, elle est derrière le bar. Quand elle voit l'individu rentrer, elle s'effondre par terre et se dit que tout est fini pour elle. Elle ferme ses yeux et abandonne. Elle dit qu'à ce moment-là, c'est comme si son corps avait accepté son destin. Elle a donc fermé les yeux et s'est effondrée sur le côté du bar. Et c'est quelques minutes après qu'elle va se faire réveiller par le propriétaire du bar qui tapote sa joue. Clara explique qu'elle se sent désormais en sécurité avec son patron qui l'emmène en dehors du bar à livres. Un peu plus loin, elle voit une voiture de police avec un homme dedans. Cet homme s'est introduit dans le bar à livres et qui avait des intentions plus que mauvaises. Et heureusement pour Clara qui sont intervenus avant parce qu'on ne sait pas ce qui se serait passé pour elle. Et peu après cet incident, Clara va rechercher un nouveau boulot car elle explique qu'elle est plus du tout rassurée dans ce lieu alors qu'auparavant cet endroit était un lieu de plaisir, de partage et de bonheur pour elle parce que pour elle le simple fait de passer ses portes de ce bar devient maintenant un endroit de stress et d'anxiété pour Clara. Et pour finir cette histoire, Clara explique que malheureusement malgré la plainte déposée et l'intrusion de l'individu, il n'a eu aucune peine de prison ni quoi que ce soit. Ce qui fait qu'il est toujours en liberté malgré le traumatisme psychologique qu'il a fait vivre à Clara. Sans oublier les coups qu'il a mis à Gérard et à Philippe. Alors franchement, j'aimerais bien votre avis là-dessus. Parce que pour moi, il n'y a rien de plus injuste qu'une personne qui s'introduit, que ce soit chez vous ou quelque part d'autre par effraction, et qui s'en sort tranquillement car il n'y a pas eu d'agression ou autre sur Clara. Alors vous me dites en commentaire votre avis, mais moi je trouve ça juste dégueulasse parce qu'on ne prend pas en compte le traumatisme psychologique qu'a vécu Clara. Sans compter Philippe et Gérard qui se sont fait agresser en pleine rue. Bon les amis, si j'ai bien aimé la première vidéo, même si elle était courte, sachez que la troisième que je vais vous raconter, c'est pour moi la meilleure de cette vidéo. Et je ne l'ai pas mis à la fin pour rien. Donc pour cette troisième histoire, je vais vous raconter celle d'Erin qui vient tout juste d'avoir son permis de conduire et depuis quelques jours, elle a repéré une voiture sur le bon coin qui l'intéresse. Et ça me fait penser à la première voiture que j'ai eue lorsque j'ai obtenu mon permis. C'était une petite 206, la belle époque. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle a été la première voiture que vous avez obtenue après votre permis en commentaire. Bref, Erin a contacté la personne qui a publié l'annonce sur le bon coin et s'est rendue avec son père voir le vendeur de la voiture le lendemain afin de l'essayer. Et pour Erin, c'est un coup de cœur. Elle veut absolument cette voiture. Elle précise que c'est une jolie Fiat 500, bleu marine et franchement, ouais, ça donne envie.
C'est alors qu'Erin, son père et le vendeur se donnent rendez-vous dans 3 jours pour conclure la vente. 3 jours nécessaires pour qu'Erin puisse aller retirer de l'argent à la banque et payer le vendeur. Une fois la somme d'argent récupérée à la banque, elle appelle le vendeur pour lui confirmer le rendez-vous. Le lendemain, alors qu'Erin attend son père qui doit la conduire au lieu de rendez-vous sur un parking à 20 minutes de chez elle, il l'appelle pour la prévenir qu'il est malheureusement retenu au travail et qu'elle va devoir y aller toute seule. Son père la rassure en disant qu'elle a son aval, que la voiture fonctionne bien et que c'est plutôt une bonne affaire pour elle. Donc Erin prend le premier bus pour se rendre au rendez-vous. Et même si Erin a seulement 19 ans au moment des faits, elle stresse un peu avant d'aller à ce rendez-vous. Mais en même temps, faut y aller parce que sinon la voiture, ça va lui passer sous le nez. En plus, elle se rassure en se disant que son père a déjà vu la voiture et que normalement, toutes les modalités ont été réglées entre son père et le vendeur de la voiture. Donc en gros, elle n'aurait pas grand-chose à faire si ce n'est remettre l'argent au vendeur et signer les papiers de la voiture. Donc Erin prend le bus, comme j'ai dit tout à l'heure, qui la dépose juste devant le parking où doit se tenir le rendez-vous. Il est alors 15h et en arrivant sur place, elle voit le vendeur déjà présent avec la voiture. Après quelques échanges entre Erin et le vendeur, ce dernier propose alors à Erin de tester une dernière fois la voiture et que ça l'arrange pour qu'ils puissent ensemble se rendre chez lui puisqu'il a oublié les papiers de l'entretien du véhicule. Bon, vous me direz, parce que vous êtes un public averti, premier red flag, mais cela dit, c'est crédible, ça arrive. Erin ne se pose alors aucune question et accepte d'emmener le vendeur chez lui au volant de la Fiat 500. Et elle nous avoue qu'au moment de monter en voiture, elle a un feeling assez étrange, mais elle ne sait pas trop pourquoi. Elle ne sait pas si elle a peur de conduire à côté d'un inconnu, sachant qu'elle n'est pas en totale confiance comme elle vient d'avoir le permis, ou plutôt si elle a juste un feeling qu'il va se passer un truc bizarre. Erin explique que tout ça se passe très vite et qu'elle se retrouve vite sur la place du conducteur et démarre la voiture. Et malgré son mauvais feeling, Erin va se détendre au fur et à mesure de la route et ils vont même discuter ensemble avec le vendeur et tout se passera bien. Après quand même 30 longues minutes de route, Erin arrive chez le vendeur et se gare sur le parking de la maison. Elle explique que c'est une maison proche d'un bois et qu'il n'y a aucun voisin à des centaines de mètres. Bref, une maison vraiment au bord de la forêt et assez retranchée. Et c'est à ce moment-là que le vendeur lui propose de rentrer à l'intérieur pour signer le document de cession du véhicule en prétextant qu'ils seront plus à l'aise. Et pour Erin, toujours rien d'inquiétant. À ce moment-là, elle trouve en effet que ça risque de ne pas être hyper pratique de signer dans la voiture. Donc elle accepte. Sauf que ce qui lui dérange, c'est qu'elle n'a pas averti son père qu'elle était désormais chez le vendeur et non sur le parking. Elle prend donc le temps de la Fiat 500 à la porte d'entrée de la maison d'envoyer un rapide SMS à son père pour lui envoyer l'adresse. Et vous allez voir que ça a son importance pour la suite. Et c'est exactement à ce moment-là qu'Erin commence à se poser des tonnes de questions et trouve le comportement du vendeur finalement très étrange. Erin explique qu'elle remarque un regard qui change et une attitude beaucoup plus étrange venant de la part du vendeur depuis qu'elle est rentrée dans la maison. D'ailleurs, le vendeur va leur proposer un soda à Erin qui refuse poliment. Sauf que quelques secondes plus tard, le vendeur tend un verre à Erin avec du soda dedans. Et à nouveau, elle a un feeling très étrange. Et si ça, c'est pas un red flag, dites-moi ce que c'est. Erin dit qu'après coup, elle a le réflexe de ne pas boire dans le verre au cas où. Et je pense qu'elle a raison. Erin voit que la discussion du vendeur ne concerne en aucun cas la vente de la voiture, donc elle va prétexter avoir rendez-vous avec ses copines vers 16h30 et qu'elle n'a pas beaucoup de temps pour finir la vente. Mais malgré ça, le vendeur prend son temps pour faire les papiers. Et encore une fois, Erin nous indique qu'il devient de plus en plus louche sans passer la limite. Elle explique qu'il a décalé sa chaise pour être à quelques centimètres d'Erin, ce qui fait que ses jambes étaient souvent collées à celles du vendeur et ça la rend très mal à l'aise. Ensuite, la vente de la voiture se poursuit et tous les papiers sont en train d'être remplis par le vendeur quand il décide de monter à l'étage pour récupérer ce fameux document qu'il avait oublié. Et le temps que le vendeur monte, Erin remarque que le téléphone du vendeur ne cesse de s'allumer. Et étant curieuse et sentant qu'il se passe quelque chose de chelou, elle décide de lire le dernier message qui s'affiche sur l'écran du téléphone. Erin pose son regard sur l'écran du téléphone du vendeur et tout d'un coup, elle lit ce message suivant. Tu l'as menotté ? Erin, alors là, prise de panique et dans un élan de survie, se lève brusquement et court en direction de la porte d'entrée. Et arrivée à la porte d'entrée, elle pousse miraculeusement la porte et fonce en direction de la voiture. Elle démarre en trombe et part en direction du poste de police le plus proche. En partant, elle aperçoit le vendeur au loin qui tenait, devinez quoi, des menottes dans la main. En route vers la station de police, elle appelle son père qui va le rejoindre immédiatement là-bas pour être présent pour sa fille. Après quelques heures au commissariat, les policiers vont intervenir Erin et son père que la plaque d'immatriculation de la Fiat 500, qu'Erin n'a pas payée au passage comme la vente ne s'est pas faite, n'était pas bonne et que c'était donc probablement une voiture volée. Et ce qui rend encore plus fou, c'est que plus tard, les policiers sont allés à la maison du vendeur que Erin a décrit, mais que malheureusement, il n'y avait personne et que la maison était laissée à l'abandon. Bref, aucune nouvelle de cet homme qui restera un immense mystère. Et en tout cas, on peut être sûr qu'Erin a bien fait de fuir quand elle a lu le SMS sur le téléphone du pseudo-vendeur. Et ce qui est aussi intéressant de savoir dans cette histoire, c'est que finalement, le pseudo-vendeur ne voulait pas l'argent d'Erin parce qu'il n'a même pas pris l'argent de la Fiat 500. Il a même laissé Erin partir avec la Fiat 500. Pour moi, il y a forcément quelque chose de beaucoup plus étrange, beaucoup plus louche. Et la cible était vraiment Erin. On s'en fout. Pour
pour le vendeur, ils s'en foutaient de la voiture ni de l'argent. Et ça, c'est incroyable, ça, de s'imaginer que le mec était tellement prêt à faire un truc dingue que l'argent et la possession de la voiture, ils s'en foutaient complètement. Mais dites-moi si vous avez pensé complètement différent de moi en commentaire. Bon les amis, qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça? Moi, j'ai bien kiffé vous raconter ces 3 histoires. Celle que j'ai le plus préférée, ça reste quand même malgré tout la première qui a un côté assez oppressant avec les emails, de voir que son propre ordinateur a été piraté. Et avant de vous quitter, j'aimerais vous dire quand même quelque chose. C'est merci tout simplement d'avoir regardé cette vidéo en entier. Je sais que vous en foutez que je dise ça, mais pour moi c'est important car le succès de la chaîne se construit grâce à vous qui regardez les vidéos jusqu'au bout. Bref, nous on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien, bisous.